merci à toutes et à tous d'être présents. Nous allons parler avec vous d'IA pendant 1h15. À la Chambre de commerce, au service numérique, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une entreprise nous interpelle sur les usages de l'IA. Et nous, il n'y a pas un jour qui passe sans que nous soyons amenés à utiliser l'IA dans le cadre de nos accompagnements. Du coup, on a tenu à organiser cette conférence avec nos partenaires de l'ENE. Merci à eux d'être venus nous rencontrer depuis Lyon. Et la question, c'est comment vous, entreprise, vous pouvez gagner du temps grâce à l'IA et comment l'IA peut vous accompagner dans vos missions au quotidien. Donc, on va commencer à répondre à cette réponse au cours de cette conférence. Et je vais laisser la parole à nos animateurs. Alors, je vais commencer par Anaël, qui est là-bas à la régie, qui devait être sur scène, mais du coup, qui est à la régie. Donc, Anaël qui vient de l'ENE, voilà. Et Aurélien de l'ENE aussi, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci Géraldine. Je dis deux mots peut-être de qui on est, juste pour oui, que vous sachiez allez, vas-y. qui vous parle sur scène. L'ENE, c'est pour experts du numérique en entreprise. On est un centre d'expertise dédié au numérique, fondé par les chambres de commerce, chambres de métiers, CPME, MEDEF. On est basé sur le campus région du numérique à Charbonnières-les-Bains, à côté de Lyon. Et notre mission, la mission de l'association et de l'ensemble des actions qu'on mène, c'est d'accompagner la transformation numérique des TPE, PME en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on est très content d'être là à Chambéry avec vous aujourd'hui. Donc merci à tous les deux. Et puis Franck, qui est sur scène. Nous sommes 3 au service numérique de la CCI Savoie. Franck, et puis je vois Eva qui est là-bas aussi dans l'Assemblée. Et donc Franck, conseiller numérique, va également co-animer cette conférence. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie. Merci Géraldine pour l'intro. Alors on a un programme ambitieux, assez chargé, le sujet est vaste. Et puis aujourd'hui on a fait le pari de vous proposer pas mal de démos, en espérant que l'effet démo ne soit pas au rendez-vous et qu'on ait quelque chose de convaincant. Alors, déjà, c'est pas un sujet tout neuf qu'on aborde aujourd'hui. Ça fait peut-être depuis novembre 2022, sortie de ChatGPT, cette fameuse société OpenAI, que vous voyez des choses autour de l'IA générative. Donc notre volonté aussi, c'est de vous montrer des exemples pratiques, concrets, avec des astuces, certes, mais aussi de prendre un peu de hauteur et de se dire où on en est après 2 ans. Et on voulait vous interroger vous aussi, de où vous en êtes après 2 ans. Et pour ça, on va vous proposer de sortir vos téléphones et de scanner le QR code qui est à l'écran. Et ce QR code qui va vous amener ensuite sur une petite interface. Vous avez juste à rentrer votre prénom. Vous pouvez mettre un pseudo, il n'y a pas de problème. Et on va vous poser une question très simple, sur laquelle il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, qu'on trouve souvent intéressante parce qu'elle permet d'avoir aussi la vision de la salle, votre vision à vous sur le sujet. Alors on a, pour l'instant, je vois 0 personne connectée, mais je pense que vous n'êtes pas loin. Ça charge peut-être des... Alors on a été joueurs, hein, on a parié sur le fait que le réseau allait fonctionner aussi pour vous tous, peut-être en 4G. Et donc la question qu'on vous pose, voilà, les premières personnes connectées arrivent, donc c'est que tout fonctionne. Les questions qu'on vous pose, c'est 2 ans après la sortie de ChatGPT, qui a été un petit peu l'étincelle qui a fait arriver l'IA générative dans tous les médias. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit IA générative? C'est quoi votre état d'esprit quand on vous parle de ce sujet-là? Moi, je serais intéressé d'avoir votre vision là-dessus. Vous allez voir, ça va faire un nuage de mots. Je pense qu'on peut le montrer en live, de façon à ce qu'on puisse le construire ensemble. Est-ce qu'on peut afficher les résultats? Création de contenu. Ok, ça tombe bien. C'est notamment le sujet, c'est le sujet de cette conférence. On a 13 personnes. Génial. Ok. Pour l'instant, on est très optimiste. Création de contenu, gain de temps. En fonction des publics aussi sur ces interventions, on a des images collectives parfois un petit peu différentes. ChatGPT, bien sûr, l'outil phare, facilitateur,
Vous n'êtes pas à convaincre, alors vous avez déjà un état d'esprit hyper positif sur le sujet. On va laisser peut-être 30 secondes. Je vois qu'il y a pas mal on a eu 7 réponses, il y a 26 personnes de connectées. Pour avoir quelques réponses supplémentaires, ChatGPT, Avenir, Chat and Find, Robot. On a ces images de science-fiction aussi qui restent quand même sur le sujet de l'intelligence artificielle. En général, contenu, création de contenu incroyable, savoir, ok. Bon, c'est plutôt une image assez positive. Vous pouvez continuer à remplir ce nuage de mots, on pourra le regarder à la fin, et on va le laisser, on va repartir sur notre intervention du jour. Mais il tourne toujours, et si durant l'intervention vous avez envie de compléter ça au fil de notre session, n'hésitez pas. Où en sommes-nous? Parce que cette aventure, elle a commencé il y a 2 ans avec une image que j'aimais bien présenter, qui est celle-ci, générée avec, à l'époque, les tout premiers moteurs d'image en juin 2022. Et celle-ci, elle doit vous rappeler une petite image. Cette image que je prends souvent, c'est celle de la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, où on nous dit à un moment, regardez, il y a quelque chose, là, il y a un gisement de richesse incroyable, il y a quelque chose à aller chercher, il y a de la valeur. Maintenant, prenez une pelle, prenez une pioche de votre choix, et puis allez explorer le sujet, allez chercher la valeur finalement dans ce gisement de richesse qu'on vous promet via l'IA générative. La question à la fin de la ruée vers l'or, c'est de savoir si ceux qu'on fait fortune, c'est vous qui êtes parti avec votre pelle ou votre pioche, ou les vendeurs de pelle ou de pioche. Et dans l'IA générative, c'est un petit peu cette posture-là qu'on adopte nous, parce qu'il y a beaucoup de prophètes de l'IA, des gens qui vont vous dire que si vous y mettez pas aujourd'hui, votre métier, votre entreprise ou votre valeur va disparaître. C'est pas tellement le discours qu'on aborde, c'est pas la manière dont j'aime aborder le sujet. Et ce que j'aimerais, c'est que quand vous ressortez de cette session aujourd'hui, vous soyez capable de dire, quand on vous parle d'un outil, quand on vous parle d'un logiciel, quand on vous parle de quelque chose que fait l'IA, c'est une pelle ou une pioche dont vous avez vraiment besoin, ou alors c'est un artifice peut-être, puisqu'il y a forcément une petite zone de flou autour de ce sujet. Cette zone de flou, on va déjà un petit peu la circonscrire. Alors, je vous invite à ne pas lire forcément l'intégralité de cette définition. J'aime bien définir le sujet dont on va parler, puis je les joue un peu provoque. J'ai demandé à ChatGPT, tiens, dis-moi simplement ce qu'est l'IA générative. Et pour ça, on va extraire 4 concepts. Premier concept, ça va être de dire que, c'est une forme d'IA. L'IA générative, ce n'est pas ce qui va faire que nos voitures demain se conduiront mieux toutes seules. C'est une forme d'IA qui est géniale pour évaluer, travailler des contenus, produire un certain nombre de données, mais ce n'est pas l'IA au sens large qui est quelque chose de beaucoup plus vaste. Ensuite, c'est quelque chose qui a pour caractéristique de générer de la donnée. Générer, moi j'ai tendance à dire régénérer, puisque quelque part cette donnée, elle ne peut être créée qu'à partir de... j'ai un petit... Ouais, merci. Qu'à partir de ce avec quoi ont appris les intelligences artificielles, qui ont forcément appris à partir d'un ensemble de données existants. Et là, il y a de l'humain. Là, il y a de l'humain dans la manière dont on a appris aux IA à concevoir des contenus, que ce soit des images, que ce soit des textes. Et là, il y a une vraie importance au fait que on n'est pas uniquement des systèmes américains, des systèmes asiatiques, mais qu'on ait aussi des IA européennes ou françaises. Et puis, dans le paysage des acteurs qu'on brossera très rapidement, je vous parlerai de Mistral, qui est une solution que vous pouvez utiliser, qui est aussi une solution française. Et donc, ces données, ce que va pouvoir faire l'IA, ça ne va être que le fruit de ce à partir de quoi elle a appris. Et donc dire que l'IA pense, j'aime pas du tout dire l'IA va penser quelque chose, l'IA elle calcule. Dire que l'IA pense, c'est comme dire qu'un sous-marin nage. Ça n'a pas de sens. On peut avoir quelque chose qui va être une prouesse d'ingénierie, mais pour autant, on ne va pas avoir un système qui est un système de pensée. Les systèmes d'IA générative sont avant tout des systèmes qui vont être probabilistes et qui vont essayer de deviner quel est le prochain mot le plus probable avant le mot que vous avez mis avant avec un ensemble d'informations. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a maintenant depuis 2 ans vu pas mal d'acteurs. Alors bien sûr, celui que vous avez évoqué, ChatGPT. Derrière ChatGPT, il y a un éditeur de logiciels qui s'appelle OpenAI, qui est créateur de modèles. Il ne fait pas que de ChatGPT, aussi des modèles d'images, etc. Ça, c'était le début. Puis en 2 ans, on a vu plein d'autres solutions. On a vu Google qui arrivait avec Gemini, on a vu Microsoft qui arrivait avec Copilot, on a eu des moteurs d'images
qui sont assez populaires, comme Midjourney. On a le moteur d'image également de OpenAI qui s'appelle DALL-E. Mistral, non, Mistral, qui est ce fameux créateur d'IA, de modèle d'IA français, qui vous propose un service en ligne équivalent à ChatGPT qui s'appelle Le Chat. Et puis, aujourd'hui, vous avez encore de nouveaux services d'IA qui sont intégrés dans vos logiciels, en fait, existants. Si vous avez fait les dernières mises à jour, certains ont des iPhones, peut-être ici. Si vous avez fait les dernières mises à jour de iOS, le système d'exploitation, vous avez pu vous rendre compte que vos messages vocaux, maintenant, ils sont retranscrits, tout seuls. On vous envoie un message, c'est telle personne qui vous relance pour tel sujet, etc. Qui est finalement l'intégration de ces technologies-là dans vos outils bureautiques ou votre système d'exploitation que vous utilisez au quotidien. C'est la même chose chez Adobe, avec petit à petit, dans la suite Adobe, l'arrivée de ces outils d'IA générative. On a d'autres acteurs, notamment Meta. Meta, c'est maison mère, hein, Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus et plus si affinité, qui proposent aussi pas mal de services autour de l'IA générative. Tous ces acteurs-là, ils vous disent quelque part ce qu'on voit juste ici. Ils vous disent ayez confiance en nous. Ce qu'on vous propose, c'est quelque chose de génial et il va falloir l'utiliser. On a joué un peu provoque là-dessus et du coup, on a demandé une petite info à ChatGPT pour voir si on pouvait lui faire confiance. ChatGPT, on lui a demandé quelque chose de très simple. Alors là, c'est un petit enregistrement qu'on a fait hier. Présente-moi le salon Decidia en chiffres, lieux, etc. Et là, alors je sais pas exactement, moi j'avais l'impression d'être à Chambéry ce matin, mais vous voyez que le salon Decidia, qui est un événement majeur, hein, et si on remonte un petit peu dans le temps, a lieu au Centre des Congrès de Lyon. Donc là, ChatGPT, le dernier modèle, hein, j'ai un abonnement, 4O, voilà. Decidia est un événement qui a lieu au Salon des Congrès à Lyon, etc. Sans aucun problème, il va nous mentir effrontément. Donc après, on va lui dire, t'es sûr qu'il n'a pas lieu à Chambéry? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche. Il recherche sur le web. Et à partir du moment où il va rechercher sur le web, j'ai une recherche assez primaire. Hein. Il fait une recherche Bing, il a un partenariat avec Microsoft. À partir du moment où il va rechercher sur le web, là, il va dire, ah oui, j'ai trouvé l'info. Donc là, on lui dit pourquoi tu t'es trompé. Il dit ah, je suis désolé, cette erreur était due à une première approche. Bon, d'accord. Puis après, on se fâche un peu et il dit qu'il comprend ma frustration. Bref. Ce qui est important de comprendre, c'est des outils qu'on utilise tous les jours, on est convaincu qu'ils ont une vraie valeur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est comment ils fonctionnent. Et de quoi ils sont capables, de quoi ils ne sont pas capables. On peut facilement les piéger je vous encourage à avoir une utilisation plutôt avertie. Là, on vient de voir ce qu'on appelle une hallucination. Une hallucination, c'est l'IA qui, sans problème, va essayer de faire le mot le plus probable. On lui parle d'un événement professionnel, il a forcément lieu, bien sûr, à Paris ou à Lyon, parce que probablement ce salon de décideurs aurait lieu dans une ville où il y a le plus de salons, pas forcément là où l'événement a vraiment lieu. On a également quelque chose qu'on ne va pas aborder là en détail, mais des biais. Demandez à ChatGPT commencer une phrase. Frédéric va au travail. Il se rend à son bureau pour faire son métier, puis vous dites continuez l'histoire. Frédéric, il va être ingénieur. Vous faites la même chose avec Stéphanie, elle va être infirmière. Donc ces systèmes, ils sont aussi vecteurs de ces mécaniques-là. Alors, hop, merci. On a encore de l'incertitude sur des éléments de propriété intellectuelle, notamment sur la partie image. Il y a un enjeu écologique, dont on ne va pas parler là tout de suite, mais un enjeu d'être sobre dans l'utilisation de l'IA et de ne pas forcément en mettre partout, de l'utiliser là où il y en a besoin. On a également d'autres dimensions qui sont celles, de la confidentialité des données, et puis enfin de la désinformation. Alors là, vous allez me dire, on est venu pour apprendre des choses sur de l'IA générative, vous nous déprimez en 10 minutes. Ce n'est pas l'approche. Mais je pense qu'il faut être pragmatique et qu'il faut se renseigner un petit peu sur le fonctionnement de ces systèmes, d'avoir conscience de leurs limites pour bien les utiliser. Maintenant qu'on a dit ça, il s'est passé des choses depuis 2 ans, même s'ils continuent à mentir. Il y a des évolutions qui sont très positives au niveau de la maturité des modèles, ce qu'ils sont capables de faire. Par exemple, la petite image qui va arriver juste derrière, qu'on a pu générer en 20 secondes via un moteur qui s'appelle Midjourney, il y a 3 mois, c'était absolument impossible de faire apparaître du texte confortablement sur une image générée par IA. C'est valable également pour les modèles comme ChatGPT qui, sur la production de texte, ont des résultats de plus en plus convaincants. On est en train de dénouer les derniers éléments qui sont ceux de la vidéo où on a quelque chose qui reste encore un petit peu plus complexe à gérer. On a, au-delà de la maturité des modèles, une deuxième évolution qui est très positive, qui est la simplicité d'utilisation. Alors, vous savez,
un temps, on s'est dit il va falloir former des armées d'ingénieurs en prompt. Alors le prompt, c'est cette fameuse commande, cette instruction qu'on donne à l'IA. Même les Québécois ne l'ont pas traduit, donc je garde le vocabulaire. Ça, c'était en 2023. Et puis en 2024, on a d'autres sons de cloche. C'est les Échos et c'est deux articles. Non, c'est les Échos et c'est le blog de l'informatique. Je ne sais plus comment il s'appelle ceci. Le Monde informatique à droite. J'ai pas remis le bon lien. Mais en fait, finalement, on se rend compte que les systèmes se simplifient et qu'avec des formations qui vous sont accessibles, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur en prompt pour aller chercher de la valeur avec ces systèmes-là. Enfin, on a une spécialisation également. On peut sortir de ChatGPT, on peut sortir de Midjourney et avoir des choses qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, vous voyez ce monsieur qui est légèrement gêné sur cette photo-là, professionnel bien sûr, eh ben, on peut se dire, j'aimerais bien porter cette veste qui est sympa. Et donc, non. Et donc, si on... Hop, ouais, on peut arriver à faire ce genre de choses. Ou là, ça, il y a quelques mois, ça, avec les outils généralistes, on n'y arrivait pas. On peut aussi, si on est un petit peu taquin, faire ce genre de choses qu'on ne va pas forcément laisser très longtemps à l'écran, mais qui peut faire son effet. Et donc, on a des outils verticaux qui sont arrivés dans pas mal de spécialisations métiers qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 6 mois. Au-delà de ça, nos assistants généralistes, ils sont de plus en plus polyvalents. Cette polyvalence, elle se traduit par, la capacité à créer des images. Aujourd'hui, vous avez tous Copilot dans votre abonnement Microsoft. Vous pouvez directement créer des images avec. De l'analyse de documents, vos documents commerciaux, par exemple, vos propositions commerciales, vous pouvez les faire relire, commenter, analyser, améliorer par l'IA. La connexion à Internet, on vient de le voir, qui permettait de trouver que Decidia avait bien lieu à Chambéry. Au-delà de ça, on a des choses très intéressantes en traitement de données. On peut envoyer des jeux de données à ChatGPT et faire traiter par exemple des études clients de façon assez pertinente, des assistants personnalisés dont on vous fera la démonstration en fin de cette session. Puis enfin, la dernière petite nouveauté, c'est le mode vocal, dont vous avez peut-être vu les dernières démos proposées par OpenAI. Il y a ce mode vocal qui vous permet de plus écrire, mais de dialoguer avec l'IA. Et ça, après cette petite intro pessimiste, nous laisse imaginer des usages plutôt positifs qu'on voit souvent sur l'approche pour produire. On va faire de l'IA pour produire des contenus. Alors c'était la thématique de cette conférence, mais produire des contenus, c'est pas uniquement, on dit parfois de façon pas très élégante que les IA vomissent du texte. C'est pas uniquement du texte, c'est aussi le penser, le contenu, l'imaginer, le concevoir. Et donc, certes, c'est des choses qui vont être très efficaces pour produire, des plans, des emails, des documents types, des images, etc., mais aussi pour réfléchir. Pas mal d'exemples qu'on va vous montrer sur la suite de l'intervention sont des exemples d'IA pour réfléchir, et c'est celle qui, moi, m'intéresse le plus, puisque c'est quelque part la personne de plus que vous avez autour de la table à votre réunion, l'assistant d'IA générative, et que vous pouvez interroger, pas au début, parce qu'on ne réfléchit pas avec l'IA au début. On essaie de garder, le cerveau est un muscle, hein, donc on essaie de le garder, de continuer à réfléchir. Par contre, on peut l'interroger à la fin, se faire challenger, faire remarquer ses idées, faire commenter ses idées. Ce genre de choses. Et donc c'est un petit peu ce qu'on veut vous montrer, ensuite. Et puis dans ce cadre-là, au-delà d'aujourd'hui notre casquette ENE, je crois qu'Anaël, qui est en régie et qui assure le fait que tout se passe bien, va nous présenter l'aventure d'Aski. On est venu aujourd'hui avec notre casquette ENE, mais ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, puisqu'on vous a promis du concret, oui, je suis derrière vous, ma voix sort un peu de nulle part, mais vous pouvez regarder l'écran, on vous montrera les démos directement dessus. Ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est un exemple de cas d'utilisation d'intelligence artificielle dans le cadre de l'organisation d'un salon pour l'entreprise d'Aski, qui est notre nouvelle entreprise qu'on vient de co-créer avec Aurélien, qui fabrique des skis et qui sort notamment un nouveau produit qui est le ski connecté. Et on a besoin de faire la promotion de ce ski connecté sur le salon de l'outdoor. Donc vous avez ici l'identité visuelle. Alors, pour démarrer et pour attaquer l'organisation du salon, on a besoin de communiquer sur le sujet, mais on manque de temps et on manque de compétences aussi, et on a utilisé l'intelligence artificielle pour démarrer et pour créer une page web entièrement automatiquement grâce à un outil d'IA, et c'est ce qu'on vous montre sur la vidéo qui va démarrer tout de suite. Alors là, on utilise quelque chose qui s'appelle Gamma. Il y en a quelques-uns sur le marché qui sont un peu équivalents.
qui a un fonctionnement assez classique d'outils d'IA générative, c'est-à-dire qu'on lui parle en langage naturel. C'est la vraie révolution en fait, hein, c'est de pouvoir parler simplement en langage naturel et pas de coder à un moment un certain nombre de choses. Et donc là, on lui dit créer une page d'atterrissage, une page promotionnelle, landing page dans le jargon pour notre marque d'ASCII. On va sur un salon, on doit faire la promotion de notre nouvel élément, notre nouveau produit, ce fameux ski connecté, créer des images par IA, et on va choisir un thème. On a accéléré un tout petit peu la vidéo pour que la démo soit rapide. Il n'empêche que là, ce qui va se passer, c'est que Gamma, c'est faisable, là la vidéo dure 1 minute, donc on crée un site web en 1 minute, mais c'est faisable en 5 minutes. Alors attention, c'est pas un site web avec une infrastructure complexe, il n'y a pas de fonctionnalité interactive avec l'utilisateur, c'est pas ce qui demain va faire les sites web de l'ensemble des entreprises que vous représentez dans la salle. En revanche, il y a un truc un petit peu impressionnant sur le fait que là, en 1 minute, on a quelque chose qui nous crée un ensemble cohérent. Et cet ensemble cohérent qu'on a représenté, peut-être qu'on peut remettre un tout petit extrait à la fin de la vidéo où on voit le résultat, il est directement généré à partir d'éléments d'un petit prompt qu'on a donné, et puis à la fin, il nous propose de le publier directement en ligne. Alors on vous propose même d'aller le voir. Là, si vous voulez scanner le QR code, vous pouvez aller voir le site de Dasky qu'on a créé avec Gamma. C'est pas de la haute informatique, mais il commence à se passer quelque chose. Alors, c'est pas tant ça dans les métiers du développement. Il y a aussi plutôt de l'assistance au développement qui est en train de se développer. Et c'est les outils de travail des développeurs qui évoluent et qui permettent de travailler aujourd'hui plus facilement avec de la complexité et de gagner en productivité dans des équipes de développeurs. Bon, c'était pour l'anecdote, le site d'Asky. Maintenant qu'on a notre site web, qu'est-ce qu'il faut faire, Anaëlle ? Eh ben, on a beaucoup de boulot et on a un peu débordé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de dresser la liste du matériel qu'on doit emporter pour le stand pour être sûr de ne pas se retrouver en galère une fois sur place. On n'a pas tellement l'habitude de faire des salons avec Dasky, et donc on va utiliser ChatGPT. On va le faire en live. Alors on a fait des tests, mais ça permettra de voir exactement ce qu'il raconte. Donc là, on lui explique un petit peu qui on est. Et c'est ça qui est essentiel, et c'est ce message-là qu'on veut faire passer. C'est mon contexte. Pour avoir des contenus intéressants avec l'IA, il va falloir donner votre contexte. Et au-delà de ça, de ce contexte, on lui donne une petite instruction. Dresse la liste du matériel à emporter avec mon stand. Alors là, on voit qu'en quelques secondes, on a des éléments de présentation visuelle, des éléments autour de la présentation des produits, matériel de promotion, de communication. Au-delà de la qualité de la liste qui peut être proposée, dont on peut parler, ce qui est intéressant, c'est que sur un sujet, si on lui donne notre contexte, il va nous fournir à un moment quelque chose qui va permettre d'enrichir notre réflexion, de nourrir notre réflexion et d'élargir un petit peu les idées qu'on avait, d'éviter d'oublier quelque chose, là en l'occurrence pour ce salon. Alors là, on était sur un exemple assez simple. Si finalement on devait donner juste quelques recommandations, on vous a fait des petits bilans à chaque fois comme ça pour juste pouvoir petit à petit, on va aller dans de la complexité, mais on va commencer assez simple. Là, on a détaillé notre contexte, il faut détailler son contexte, attribuer un objectif. Donc là, contexte, tâche, un prompt assez simple qui nous permet d'avoir déjà des éléments intéressants, une base. Je crois qu'après la préparation de cette liste, on a d'autres tâches pour préparer notre salon. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on anticipe le travail une fois sur place sur le salon, et on va avoir besoin de plein d'idées d'animation commerciale. L'idée, c'est de récupérer des emails de prospects, de clients potentiels, de partenaires, et pour ça, il faut faire venir du monde sur le stand. Mais alors, on n'est pas très créatif, donc là aussi, on va demander à l'IA de nous donner un coup de main. On va reprendre des éléments qui étaient ceux qu'on a évoqués avant, concernant notamment le contexte et puis la tâche, mais on va aller un petit peu plus loin. Ce coup-ci, on va lui dire d'agir comme un expert de l'événementiel professionnel. On va lui redonner le même contexte et puis on va lui demander de proposer 8 idées d'animation commerciale pour le stand. On va lui donner le cadre de ce qu'il doit proposer et on va le contraindre dans un format de réponse. Et là, on sort du côté très verbeux. Vous savez, ChatGPT, il vous dit, des fois, il vous félicite déjà. C'est une très bonne question. Il est plus sympa que vos collègues par moment. Et il vous répond après sur des paragraphes, mais pas une information synthétique exploitable immédiatement. Là,
Il m'a fait un tableau, challenge de vitesse de montage de fixation de ski, tir au but sur ski, je ne sais pas bien ce que ça. Conférence express sur les tendances, personnalisation de ski en direct, tirage au sort pour un séjour au ski, atelier d'entretien de ski, photobooth skieur de l'année, avec, vous voyez, des cibles différentes, particuliers pro, parce que je lui ai dit que j'étais là pour gagner de la notoriété auprès des particuliers, mais trouver aussi des contacts distributeurs professionnels, et ça dans un format assez intéressant. Ce format-là, en plus, si on le génère via Copilot, par exemple, plutôt que ChatGPT, on peut l'exporter directement dans Excel. Donc là, on vous a refait cette petite fiche. On est allé un petit peu plus loin. On s'est dit, oui, on a attribué ce qu'on a fait avant un contexte, mais en plus du contexte, on lui a donné un rôle. Ce rôle, il va orienter la probabilité que le mot qui soit produit par l'IA, il corresponde à ce dont vous avez vraiment besoin, à votre contexte, à vos objectifs. Ensuite, on lui a défini une tâche, et cette tâche, on lui a donné un certain format dans lequel il devait nous rendre le résultat de cette tâche. Et là, on commence à avoir des résultats un petit peu plus intéressants que simplement interroger ChatGPT. Mais c'est pas fini, c'est une aventure, un salon. Vous le savez, peut-être que vous êtes exposant pour un certain nombre. Et on va aussi préparer l'après. Et vu la qualité des animations commerciales qu'on propose sur le stand, on s'attend à récolter énormément d'emails. Et derrière, après le salon, ce qu'on veut, c'est venir recibler les personnes, leur renvoyer des messages pour les remercier d'être passés, et puis garder un lien. Donc, on va demander de nous générer des scénarios d'emailing commerciaux pour envoyer après le salon. Et là, on va utiliser, vous voyez en haut à droite, en haut à gauche, pardon, on a choisi un autre moteur, on a ChatGPT O1 Preview. Et là, il se passe un truc, réflexion. Si on ouvre cette petite fenêtre, il y a quelque chose qui commence à arriver dans ces outils-là et qui est parfois pré-packagé dans des solutions spécialisées, métiers, c'est qu'il va s'auto-prompter, il va s'auto-challenger dans la démarche. On ne lui explique plus comment fonctionner étape par étape, il va essayer. Là, il a réfléchi pendant 12 secondes et il vous explique ce qu'il a fait. Il a fait des stratégies, analysé les solutions, et puis il a, alors des fois c'est un peu loufoque, hein, mais il a eu un processus qui n'est pas réfléchir. C'est un calcul, toujours, mais où il va se challenger tout seul pour produire des résultats de plus grande qualité. C'est une démo du dernier modèle que propose OpenAI avec ChatGPT, qui est un modèle avancé où ils disent que pour des tâches dites complexes, on a de meilleurs résultats. C'est une logique qui va petit à petit être intégrée dans les assistants. Et là, on a des résultats qui sont globalement de qualité largement supérieure avec un prompt qui est beaucoup plus simple, puisque c'est lui qui s'auto-challenge et il nous propose un scénario de remerciement et de présentation de l'entreprise pour tous les gens qui ont participé à notre jeu concours, une offre spéciale post-salon pour les professionnels, une invitation à une démonstration dans notre atelier, la présentation aussi de nouveaux produits aux particuliers, et puis on a des programmations de fidélisation et d'inscription à newsletter. Voilà. Mais je ne vais pas donner ce format. Avant, je lui ai donné le format. Je lui ai dit, fais-moi un tableau, donne-moi telle info, telle info, telle info. Il est allé tout seul chercher ces informations pour avoir un format qui soit assez intéressant. Puis il m'a même rédigé un début d'email. Bon, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais il l'a fait. Ces outils-là, ils rendent les assistants et l'IA générative encore plus accessibles. Plus accessibles parce qu'on réduit la complexité de formuler une requête en respectant toutes les règles. On limite le prompt à quelque chose qui est mon contexte, ce que je cherche à résoudre, mon problème, on pourrait dire. Donc là, on a un rôle qu'on a quand même attribué, contexte et problème, et on ne lui détaille pas la méthode. C'est lui qui a pour rôle de réfléchir à sa méthode, puis de la mettre en œuvre. Et là, on a quelque chose quand même qui permet, de façon beaucoup plus accessible, d'aborder des traitements complexes. Par exemple, au hasard, analysez votre réponse à un appel d'offres au regard de l'appel d'offres pour voir si votre mémoire technique, vous pouvez l'améliorer pour avoir plus de chances d'être sélectionné par l'acheteur. On va continuer notre aventure, on n'est toujours pas prêt, il nous reste aussi une autre étape. On a de la chance sur ce salon parce qu'on a un espace qui est assez grand, mais ça nécessite de venir imaginer un stand qui soit suffisamment attractif, qui a un côté waouh, qui respecte aussi la charte graphique de l'entreprise, qui nous permette d'être reconnaissable et mémorisable. Et pour ça, on va utiliser un autre outil d'intelligence artificielle générative et on va s'aider de l'outil de génération d'images qui s'appelle Midjourney. Et là,
souvent, dans la création de visuels, on voit l'approche, je veux créer un visuel de communication. Alors, pour une petite carte de vœux, ça peut toujours être intéressant. On va rester 2 secondes là. Alors, le prompt est en anglais. Pourquoi? Parce que les outils de génération d'images, on va les prompter plutôt en anglais. Vous pouvez ouvrir Google Traduction, vous pouvez ouvrir DeepL, comme vous voulez. Vous pouvez réfléchir en français, puis traduire. On a un petit peu triché, nous. On a parlé avec ChatGPT pour que ce soit lui qui nous fasse notre prompt. Et puis, on lui donne ce prompt en anglais, dont on décryptera un tout petit peu le cadre ensuite, dans la logique des règles qu'on évoquait, puis on lui donne également un bout de notre charte graphique. Vous voyez, là, il y a du bleu, il y a du bleu, du rouge et du blanc, en gros. Et à partir de ça, on va lui demander d'imaginer des propositions de stand. On ne va pas chercher un visuel final, on va imaginer finalement une forme de produit. On va s'en servir comme assistant de conception. Il y a des usages qui sont extrêmement intéressants dans les domaines du design et de l'ingénierie, où on va utiliser de l'IA générative, non pas pour avoir un résultat final, mais pour s'inspirer, pour aller chercher ce que pourrait être notre stand de Desky sur le salon de l'outdoor en respectant notre charte. Et là, on va avoir, moi qui ne suis pas expert en salon, alors là, il faut avoir un peu de budget, hein. C'est un beau stand, mais on va avoir des pistes qui vont nous permettre derrière de se dire, ok, il a respecté notre charte graphique, il a compris qu'on voulait exposer des skis, il a gardé le bois qu'on lui a demandé de mettre également dans le prompt pour avoir une atmosphère plutôt chaleureuse, plutôt lumineuse. Et l'IA intervient pour vous aider à créer des contenus qui ne sont pas numériques, qui sont des choses réelles. Et ça, pour des recherches de packaging, pour des recherches d'identité visuelle, pour des recherches de stand comme ça, sans vouloir faire le résultat final, on a quelque chose qui est hyper intéressant. On n'a toujours pas fini, je crois, la préparation de notre salon. Pour chercher l'inspiration, on vous donne un petit cadre également de réflexion. Ce coup-ci, on ne va plus être dans l'idée du rôle. On va directement décrire à l'IA ce qu'elle doit être en capacité de créer. Et là, on a pris un schéma sujet, contexte, style, qui est celui qu'on donne en général, c'est-à-dire le sujet, on va parler plus en détail du sujet, on ne va pas juste dire des skis, par exemple, et puis on va le prompter en anglais. Donc là, je vous l'ai traduit. Alors c'est une traduction auto, donc c'est un peu, parfois un petit peu maladroit, mais on a notre sujet, le style, et puis pour inspiration, ce qu'on peut faire dans Midjourney ou dans ChatGPT également sur la création d'images, même si c'est beaucoup moins performant à mon sens, on lui dit de se baser sur un extrait de charte graphique qu'on lui donne, et donc il va s'inspirer de l'univers qu'il a là. Ça, on peut l'imaginer en recherche produit aussi, hein, sur des mêmes approches avec des choses assez intéressantes. Enfin, c'est ce qu'on vous disait en intro, c'est qu'on est un peu débordé, on est au four et au moulin à la fois, et on va avoir besoin de capitaliser sur les rendez-vous qu'on va avoir pendant le salon, avec les personnes, les partenaires, les clients potentiels avec qui on échange comme ça sur le stand en vitesse en 20 minutes. Pour garder une trace de ces échanges, on va venir utiliser l'IA, encore une fois, pour dicter des notes, des comptes rendus de rendez-vous sur le vif, en racontant ce qui s'est passé, ce qu'on vient de se dire. Et on va paramétrer l'IA pour qu'il nous rédige automatiquement des comptes rendus qui vont être destinés ensuite à être intégrés dans un CRM qui permettra de faire du suivi de clients. Alors c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. On va faire la démo en live. Alors pour ça, on va utiliser à la fois une fenêtre web et puis c'est Aurélien qui va dicter le compte-rendu de rendez-vous sur son téléphone. Pour ça, on se connecte sur l'interface de ChatGPT, sur le même compte, et vous avez l'écran qui s'affiche, on lui demande une première commande, résume mon rendez-vous, et là, il va nous demander des infos. Et c'est là où Aurélien va lui dicter les informations dont il a besoin. Tout à fait. Dès que mon téléphone se met à jour, ça, je peux le faire sur mon téléphone, mais là, on voulait afficher là pour que ce soit visuel. Et à partir de ce moment-là, ça, on l'a mis dans un contexte, vous savez, le CRM qu'on remplit jamais parce que on n'a pas le temps, ça nous ennuie, ou que les commerciaux remplissent pas parce que mon boulot c'est de vendre, c'est pas de remplir le CRM. C'est parfois aussi par effectivement défaut de temps ou par le fait de devoir retraiter de l'information, d'écrire quelque chose qu'on a déjà dans la tête. Et là, on peut se dire, on va le dicter. Et alors là, je vais utiliser la fonction vocale pour pouvoir lui dicter les informations qu'il devra ensuite mettre sous une forme de synthèse. Alors, j'ai eu un échange très intéressant avec Monsieur Chatin. Alors, Monsieur Chatin, il est responsable des nouveaux partenariats à Sport 2000. Ils sont en recherche de jeunes entreprises innovantes dans le secteur du ski
c'est quelqu'un qui est en place depuis 20 ans. Je pense qu'il a un vrai pouvoir de décision, que le projet est réel. Ils veulent monter en gamme sur une partie de leur offre. Il était assez convaincu, mais il a besoin qu'on lui donne des arguments, puisqu'il y a une direction qui est parfois un petit peu dubitative au regard des projets innovants portés par M. Chatin. Il faut qu'on l'invite à l'atelier, qu'on lui montre comment sont faits les produits, qu'on lui fasse essayer, qu'on lui permette qu'il soit en capacité de valoriser nos produits pour les futurs corners de fabricants innovants français que veut monter Sport 2000. Je propose que sous 1 à 2 semaines, on lui formalise une invitation et que cette invitation, on lui propose une demi-journée, voilà, atelier et puis un petit rendez-vous de travail et visite avec notre responsable produit également. Là, alors désolé, je ne suis pas vraiment fabricant de ski, donc j'ai un petit peu de mal à me mettre dans la peau d'eux, mais voyez l'approche. Il va transcrire dans un premier temps ce que j'ai dit en texte, et ce texte, il va ensuite le mettre en forme dans un cadre qu'on lui a donné en amont. On va attendre un tout petit moment pour qu'il ait le temps de retranscrire sur le téléphone. C'est le même compte. Et là, si Anaël rafraîchit la page, on va se rendre compte que mon chat GPT à qui j'ai dicté mon aventure avec mon prospect qui est M. Chatin, il m'a fait, voilà, alors là, c'est ce que je lui ai raconté, c'est extrêmement bon en reconnaissance vocale, hein. C'est le modèle qui s'appelle Whisper, qui est un modèle d'OpenAI. C'est redoutable, c'est ce qui est utilisé technologiquement pour le résumé de réunion par pas mal de logiciels. C'est incomparable avec le Siri ou le Google que vous utilisez dans la voiture et puis qui ne comprend jamais rien quand vous voulez envoyer un SMS ou aller quelque part, hein. Donc partant de ça, c'est quand même un peu une bouillie, c'est un gros paragraphe. Ce paragraphe, on lui a donné un format. Alors il a compris Jean Chatin, je pense avec le micro, compagnie, c'était pas évident. Mais il nous fait l'entreprise, description de l'activité de l'entreprise, contexte du rendez-vous, responsable des nouveaux partenariats chez Sport 2000 à la recherche de jeunes entreprises innovantes, point discuté lors du rendez-vous. Il souhaite monter en gamme sur certains segments de leur offre, convaincu par les produits d'Aski, mais doit convaincre sa direction, souvent réticente à intégrer des projets innovants. L'idée serait de l'inviter à un atelier, etc. Échange très positif, il semble convaincu par le sujet. Next step, l'inviter à l'atelier sous 2 semaines. Là, j'ai mon compte-rendu de rendez-vous. Mon compte-rendu de rendez-vous a généré, a dicté, il m'a pris 1 minute. Partant de ça, il me propose encore quelque chose d'autre. Est-ce que tu veux carrément que je rédige le mail pour pouvoir inviter M. Chatin, puisque c'est ce que tu as dit? Ça, on l'a pas. On aurait pu écrire un mail qui était tout à fait différent. Il a compris qu'il prend en compte le fait que je veux l'inviter chez moi pour visiter l'atelier. Et là, je tiens à vous remercier pour notre échange très enrichissant. C'est un peu pompeux, on n'a pas calé le style pour que ce soit exactement ce que ça doit être, mais comme convenu, nous serons ravis de vous accueillir à notre atelier pour faire découvrir des produits. C'est également l'occasion pour vous d'essayer le produit et de voir concrètement comment on bosse. Nous proposons de planifier cette visite sur une demi-journée à votre convenance. N'hésitez pas à nous faire part de vos dispos. Et si je descends, je crois que j'ai même signé le mail. Au plaisir de vous recevoir à l'atelier, cordialement, cofondateur d'Aski. Ça, c'est un peu l'étape d'après. Dans beaucoup d'entreprises, la première étape, c'est de faire de l'IA quelque chose en capacité de donner des bons résultats. Donc ça, c'est avoir un bon prompt. C'est un petit peu ce qu'on a abordé jusque-là. Ensuite, il y a l'idée d'être capable de mettre ces résultats, que ce soit plus de la productivité individuelle, mais que ce soit quelque chose de partagé à l'échelle d'une équipe, à l'échelle d'une entreprise éventuellement, et qu'on soit capable de ne pas devoir reprompter à chaque fois l'ensemble de ce qu'on veut dire, et de faire sortir les gains de productivité individuelle et les mettre au niveau de l'entreprise. Ça, il faut nécessairement, là on l'a créé via ChatGPT, on aurait pu le créer via les solutions Microsoft ou d'autres solutions quelles qu'elles soient. Il y a aussi des sociétés dans le métier, quand il s'agit de faire des assistants plus complexes que celui-ci, et de développer ces 10 assistants personnalisés. Ça va être de systématiser l'utilisation de l'IA pour de la création de contenu, avec certes les règles de prompting qu'on évoquait là, mais en plus de ça, on va lui donner un certain nombre de tâches qu'on va séquencer. Là, par exemple, vous voyez, là c'est un tout petit extrait de notre GPT personnalisé, il y a un texte un peu plus long, mais d'abord je te donne des notes écrites ou vocales, rédige une synthèse, voici le modèle à suivre. Demande-moi si il faut faire des ajustements, ensuite rédige un email à destination de mon interlocuteur. Ça, on peut faire on l'a travaillé nous par exemple avec une société dans l'immobilier pour faire des comptes rendus de visite. Vous savez, vous rentrez le soir et puis vous avez vos 5 comptes rendus de visite à faire à vos vendeurs pour leur dire quels acheteurs potentiels ont visité les biens et comment ça s'est passé. Et ben vous rentrez dans votre voiture, vous ouvrez votre assistant, vous dictez ce qui s'est passé, votre rendez-vous, vous rentrez chez vous le soir, vous avez 5 mails prêts
à retravailler, à réadapter. Mais là, on a un vrai gain de temps sur de la création, sur de l'écriture qui est un petit peu systématisé. Donc ça, les règles classiques, séquencer les tâches, et puis on peut aller un petit peu plus loin. On peut là nourrir carrément des bases de connaissances et lui donner, par exemple, les mails qu'on envoie habituellement. On lui envoie tous nos mails qu'on envoie à nos clients pour lui dire qu'ils s'imprègnent, qu'ils baignent un petit peu dans le style qu'on peut avoir et avoir des résultats qui soient un petit peu plus personnalisés en matière de style notamment. L'étape d'après ces assistants, c'est de les faire sortir de ChatGPT, de les faire sortir de Copilot. C'est un sujet un peu plus prospectif. On parle parfois de l'assistant à l'agent, et l'agent, il aurait le pouvoir, on peut déjà le faire aujourd'hui, mais de se dire envoie le mail. Là aujourd'hui, le mail, il reste dans mon chatbot. Et c'est pas un agent qui a capacité à envoyer le mail. On peut technologiquement le faire. On peut même imaginer, c'est ce que nous promettent les prophètes de l'IA, des équipes d'IA qui travailleraient et qui seraient capables d'interagir avec le système d'information. Et avec tout ça, je crois qu'on a fait un super salon avec Dasky, bien organisé, avec un très beau stand, et qu'on va essayer de capitaliser un maximum sur les contacts qu'on a fait pendant ce salon. Et je crois que pour la suite, vous l'avez deviné, on était sur un cas fictif, sur ce constructeur de ski connecté. On a Franck qui va nous parler ce coup-ci de cas réels qui ont été, que tu as accompagné sur ce sujet-là, et je pense avec pas mal de retours d'expérience hyper intéressants. Merci Aurélien, bonjour à toutes et à tous. Alors juste pour vous faire un petit récap de comment on a préparé cette conférence. En fait, après avoir vu un petit peu tout ce qu'ils avaient prévu de montrer, les démonstrations, etc., je me suis dit, waouh, comment je vais compléter ça ? Et puis je me suis dit, tiens, on va parler de la Savoie. Donc moi, je m'appelle Franck Simon, je suis conseiller numérique pour la CCI Savoie, et ma mission, c'est d'accompagner les créateurs et les dirigeants de petites et moyennes entreprises principalement dans leurs projets numériques. Donc je vais vous parler de 2 projets de petites entreprises en Savoie où on a utilisé l'intelligence artificielle. Alors, d'abord, je vais commencer par... Hop, comment ça marche comme ça ? Alors, je vais commencer par vous parler du village vacances de l'Eau-Vive. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà monté à l'Écheren, c'est pas très loin d'ici, dans les Bauges. L'Eau-Vive, c'est un village vacances qui est ouvert toute l'année et qui s'adresse à différentes typologies de publics, les particuliers, mais pas seulement, les groupes également. Donc, l'Eau-Vive dispose d'un site internet qui s'appelle séjourensavoie.com, c'est un très bon nom de domaine, et c'est un site internet pour récupérer des informations, faire des demandes de devis, réserver, etc. C'est un site qui marche bien ou d'une manière générale, c'est un village de vacances qui marche bien pour les particuliers, mais qui a besoin de visibilité pour les groupes. Donc là, l'enjeu sur ce projet, c'était de la visibilité en ligne à destination des groupes. Et donc là, quand on parle de visibilité en ligne, faut pointer vers là-bas. Okay. Donc, quand on parle de visibilité en ligne, on parle de référencement naturel. Donc, quand on parle de référencement naturel, vous avez sûrement entendu déjà l'acronyme SEO. SEO, c'est pour Search Engine Optimization. Donc, l'idée, c'est toutes les techniques d'optimisation de votre contenu, de votre site internet, pour remonter sur des requêtes spécifiques, donc pour être plus visible sur Google, autrement dit. Donc là, l'idée d'un projet comme ça, où on accompagne une petite entreprise, comment est-ce qu'on intègre l'intelligence artificielle ? En fait, on l'intègre en bout de chaîne. Et là, l'idée, avec une cliente comme Céline Davienne, en l'occurrence, l'idée, c'est de commencer par une initiation au référencement, expliquer un peu les 4 piliers, cibler les pages prioritaires, choisir les mots-clés. Donc tout ça, c'est des choses qui se font pas grâce à l'intelligence artificielle, c'est des choses qui se font entre êtres humains. Et après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur le référencement du site. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail, on peut commencer à travailler sur la création d'un prompt dédié qui permettra de produire du contenu sur le site internet, qui sera ensuite vérifié, corrigé et intégré par un être humain. Donc il y a vraiment cette phase de correction, d'intégration par de l'humain qui est très importante pour moi. Je déconseille fortement de copier-coller directement du contenu d'IA, comme on l'a pu voir, il y a souvent des hallucinations. Hop. Donc là, en l'occurrence, c'est utiliser l'intelligence artificielle comme assistant d'écriture.
Et donc, l'idée, c'est de faire d'utiliser un modèle de prompt qu'on va réutiliser ensuite. Donc ça, c'est intéressant parce qu'avec la nouvelle version de ChatGPT, on n'a plus besoin de faire des prompts à rallonge comme ça. On a peut-être la possibilité de réduire un tout petit peu la voilure et d'optimiser davantage. Mais l'idée, c'est de lui donner un rôle, de lui fournir des éléments de contexte avec voilà, le nom de client, Ternelia, qui propose des hébergements de vacances toute l'année à l'échelle, les cibles, les enjeux, le site manque de contenu. Et à ce moment-là, voilà, on lui donne des instructions. Et ce que j'aime bien faire, c'est en fait fournir un modèle de prompt qui va ensuite être réutilisé sur différentes pages. Donc attention, je fais juste une petite parenthèse. L'idée, ce n'est pas de remplacer le travail d'une agence. L'idée, ce n'est pas de remplacer le travail d'un spécialiste en référencement naturel. C'est vraiment d'aider des petites entreprises dans un contexte dédié et essayer d'utiliser l'outil à bon escient dans un contexte vraiment, vraiment spécifique. Si jamais vous voulez utiliser un outil pour créer vos propres prompts, vous pouvez noter un outil qui s'appelle Pimp My Prompt, qui est vraiment super. Et si vous pouvez créer vos prompts, les partager sur cet outil, et après il va un peu les améliorer, donc ça marche super bien. Hop. Donc le résultat, davantage de contenu, une structuration pertinente, une meilleure visibilité sur des requêtes stratégiques, parce que c'est ça en fait, hein, l'enjeu c'est vraiment de monter en visibilité, comme par exemple une requête qui est stratégique pour ma cliente, qui était Hôtel Les Chrènes, et là on passait en 6 mois de la position 4 à la position 2 sur Google, qui est plus pertinente, parce qu'en général en termes de référencement, le mieux c'est d'apparaître dans les 3 premiers, au-delà c'est compliqué pour convertir en trafic. Donc, quels ont été les enseignements ? Les enseignements, c'est que c'est un bon outil pour compléter un existant, structurer une page, rédiger des contenus. Mais par contre, les retours que j'ai eus en termes d'écriture et de style, on est clairement dans un style un peu américain, un peu impersonnel, avec une utilisation très très forte de superlatifs. Et il est nécessaire, même plus que nécessaire, quand on a du texte, de le reprendre, de le contrôler, de le réécrire et de faire attention aux hallucinations. Je vous donne un exemple. Typiquement, l'Échrennes, il me disait qu'en temps de trajet en voiture, pour descendre de l'Échrennes à Chambéry, c'était 20 minutes. Donc, juste pour. J'ai fait un petit produit en croix. 20 minutes, ça vous fait descendre à 90 km/h de moyenne. Donc, vous pouvez essayer. Donc, voilà. Deuxième exemple, un peu plus orienté communication, je trouve. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un très très bon outil quand on rentre dans le spectre de la communication, mais pas que dans de l'opérationnel, mais vraiment, comme disait Aurélien, dans tout ce qui est réflexion. C'est vraiment un très 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 bon outil. Donc là, on va aller de l'autre côté, au saisie, dans un magasin qui s'appelle l'Esprit Montagnard. Et donc là, c'était une cliente qui dispose d'un compte Instagram, qui avait besoin de monter en compétences sur les réseaux sociaux, avec un enjeu qui est une visibilité à destination des touristes, mais pas seulement, aussi des locaux, parce que les personnes qui habitaient dans le coin, en fait, ils ne rentraient pas dans son magasin, parce qu'ils considéraient que ce n'était que pour les touristes. Hop. Alors là, en l'occurrence, on a un schéma qui est vraiment orienté communication réseaux sociaux, avec une co-construction de la stratégie, construire les objectifs, réfléchir aux cibles, aux actions, rechercher des idées de contenu, aider à la rédaction de contenu. Donc tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire énormément de choses dans une échelle de temps extrêmement réduite. Là, je vous parle d'un accompagnement de 3 heures sur lequel on arrive à faire des choses intéressantes et pertinentes pour aider à monter en compétence une personne sur les réseaux sociaux, mais aussi lui fournir à la fin un livrable qui lui permet ensuite de passer à une phase plus opérationnelle. Donc par exemple, assez rapidement, on peut réfléchir à ce type de prompt où là, en l'occurrence, on lui donne des éléments de contexte, des consignes que j'ai piqué à l'ENE d'ailleurs, j'ai piqué dans un de vos PowerPoint, et ensuite ça permet de créer des propositions de bio pour le compte Instagram qui sont plutôt bien structurées. Moi j'aime bien, c'est vraiment au niveau de la structuration du contenu, il y a quelque chose de tout à fait pertinent. Derrière, on peut réfléchir à la stratégie de contenu. Là ça marche par là. Donc au niveau de la stratégie de contenu, une fois qu'on lui a demandé de créer une bio pour le compte Instagram, on peut lui demander de proposer des idées. Et en fait, l'idée, c'est effectivement, comme disait Aurélien précédemment, après, c'est d'échanger avec la personne pour voir quelles sont les propositions qui sont pertinentes et d'autres pas du tout.
tout n'est pas forcément pertinent. Il y a toujours à boire et à manger parce qu'on est dans un outil probabiliste qui va forcément fournir des idées un peu lambda comme le concours ou le quiz. Là, en l'occurrence, ça a permis à ma cliente d'avoir quelques idées qu'on peut prendre, retravailler, et étant donné qu'on est dans une logique itérative, ensuite demander à ChatGPT de rajouter par exemple une colonne avec des formats de contenu. Là, c'est plutôt un format carousel, là, c'est plutôt un format timelapse, etc., etc. La limite principale, parce que moi je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment au niveau des limites, c'est au niveau des suggestions de hashtags. En fait, ChatGPT, ou les intelligences artificielles d'une manière générale, fournissent la réponse la plus probable en fonction de la consigne que vous lui donnez, mais aussi des informations qu'elles ont. Mais le problème, c'est qu'elles vont absolument vouloir vous répondre. Donc c'est pour ça que quand on fait du référencement naturel, on a besoin d'utiliser des outils comme SEMrush, comme le générateur de l'assistant mots-clés Google, pour défricher un petit peu, travailler la stratégie, parce que ce n'est pas des données auxquelles ChatGPT a accès. Donc c'est un peu la même chose pour les hashtags. Il va proposer des hashtags les plus logiques selon son modèle de fonctionnement, mais ça ne sera pas des hashtags pertinents parce qu'en fait, il n'a pas accès aux données en temps réel sur l'outil. Vous voyez ? Mais il va absolument vouloir vous répondre. Donc pour moi, la limite, c'est toujours en fait, à la fin, avec l'intelligence artificielle, le nerf de la guerre, c'est souvent la donnée. Et là, en l'occurrence, on a toujours cette problématique de contrôle et de réécriture qui est requis, quelle que soit l'action et quelle que soit la plateforme. Voilà. Donc juste pour vous informer du contexte, ça c'est des accompagnements qui se font dans le cadre d'un programme qui s'appelle Atout Numérique. Atout Numérique, c'est un programme d'accompagnement individuel des entreprises, donc des TPE, PME de moins de 50 salariés. Et c'est pris en charge par la région, donc ça ne vous coûte absolument rien. Et normalement, on devrait avoir une commande d'accompagnement dans pas trop longtemps. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de monter en compétence sur un sujet lié au numérique et que vous pensez cocher les critères, n'hésitez pas à faire appel à nous. Mais on ne fait pas que Atout Numérique. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, Géraldine ? Alors déjà, grand merci à tous les trois pour ces belles démos et ces partages d'expériences. J'espère que vous allez tous repartir avec une inspiration, une idée que vous allez pouvoir mettre en place dans vos structures à vous. Oui, comme disait Franck, on a effectivement le programme Atout Numérique qui permet d'accompagner les structures avec un financement région et aussi Europe. Mais au niveau de la, s'il y a moyen de mettre la diapo d'après, au niveau de la CCI Savoie, vous pouvez aussi venir nous voir pour d'autres prestations que nous proposons. Donc on peut retrouver ce type d'intervention gratuitement tous les premiers lundis du mois par webinaire animé par l'équipe. Donc ça, vous y avez tous accès. Il suffit d'aller sur notre site web www.savoie.cci.fr. Mais nous animons aussi des ateliers. Donc ce qu'on appelle ateliers, c'est des formats de 3h30 sur une demi-journée, enfin un matin après-midi, sur des thématiques sur lesquelles nous nous positionnons. On se positionne sur nos expertises. Donc là, on a parlé d'IA, mais qui est un outil qu'on retrouve dans quasi tous nos accompagnements aujourd'hui. Mais on peut parler réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, LinkedIn. On peut parler visibilité web. On en a parlé avec Franck tout de suite. Tout ce qui est outils web marketing. Qu'est-ce que j'oublie d'autre, Franck ? Ils sont tous notés là, oui, dans nos thématiques, effectivement. Voilà, et puis la cybersécurité, d'ailleurs, Franck réintervient cet après-midi à 14h sur cette thématique. Donc nos ateliers, je vous invite pareil à aller voir le programme. Et vous pouvez aussi venir nous voir, pas forcément dans ces formats Atout Numérique, mais on peut aussi passer du temps avec vous sur des formats de 2 heures ou plus selon vos projets et vos besoins. Voilà, donc là on est sur vraiment du coaching individuel et des formations aussi qui sont proposées par notre service formation en lien avec ces différentes thématiques du numérique. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Et puis vous pouvez aussi contacter nos amis de l'ENE directement également selon vos préoccupations. Je crois qu'on va arriver à la séance des questions-réponses. On est plutôt bien au niveau du timing, hein, on est parfait.
Donc, je vais proposer de faire circuler le micro dans la salle pour répondre à vos différentes questions. Alors, on dit toujours que c'est la première question qui est la plus difficile. Est-ce que vous avez des interrogations? Sinon, Alors, c'est qu'on a monsieur été parfaitement clair. Non, il y a quand même quelques questions. Oui, pour la partie, vous avez bien démontré, merci, la partie génération de contenu, mais on voit aussi parfois l'AI utilisée pour des analyses, plus pour de l'analytique sur des données, presque remplacer Excel ou produire des graphiques à partir de données. Est-ce que c'est une application qui est pertinente ou pas, d'après ce que vous voyez? Alors, dans ce cadre-là, ce que vont faire ces outils-là, en tout cas, je vais prendre l'exemple de ChatGPT, c'est qu'il va exécuter des scripts Python, qui est un langage de programmation, qui est capable de faire des traitements statistiques. Il y a quelque chose qui rend le traitement statistique beaucoup plus accessible. Je prends l'exemple d'une étude client. Vous avez 2000 réponses, très facile d'analyser le quanti, compliqué d'analyser le quali. Vous allez pouvoir extraire les principaux thèmes abordés, par exemple, sur des réponses sur du quali. Vous allez pouvoir faire des nuages de mots, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'éléments, ou sur du traitement statistique avec des millions de données, exécuter des scripts qui vont vous faire, à un moment, effectivement, des graphiques. Ça remplacera pas des outils comme Sphinx, par exemple, ou d'autres outils qui sont des outils statistiques professionnels. Ça vous rend accessible le traitement statistique de choses que vous pouviez peut-être soit pas faire, soit faire avec plus de temps avant, si vous savez à peu près ce que vous voulez. Souvent, ce qui est intéressant, nous, on dit, mais jetez votre... Alors, attention, hein, on parle de confidentialité, vous avez un compte payant, vous avez tout ça, mais vous pouvez jeter une base de données, puis dire, voilà mon contexte, qu'est-ce que je peux en faire? Quels sont les usages que je peux aller chercher de cette donnée en open source, en open data, et éventuellement, il va vous proposer des traitements, et ensuite, vous pouvez lui dire, réalise-les. Et là, il va souvent, là, ça peut ou non fonctionner. Mais c'est très transparent. C'est le seul moment où c'est transparent. Vous voyez le code exécuté. Je pensais à l'exemple de, par exemple, service client. On a beaucoup de retours sur un site e-commerce. Analyser la nature des retours, par exemple, sur des milliers et des milliers de retours. Si vous êtes capable d'exporter la donnée de base, souvent, de toute façon, dans les projets de données, de l'IA et de données, le sujet, c'est rarement le problème, c'est rarement l'IA, c'est plutôt la donnée. Donc, est-ce qu'on a une table de données, c'est un tableau Excel, hein, qui permet d'être exploité par des traitements, quoi. Et souvent, l'accès à la donnée pose un peu question. Si vous avez l'accès à la donnée, c'est tout à fait possible. Je voudrais savoir justement, quand on donne nos données, doit-on faire attention? Enfin, voilà, je sais pas, quand on donne, j'en sais rien, moi, monsieur parlait des données clients, des numéros de téléphone, je sais pas ce qu'il peut y avoir dans nos bases. Est-ce qu'on doit, entre guillemets, anonymiser nos données, faire attention à quelque chose, ou doit-on faire confiance aveuglement à nos amis de l'IA? Alors, il y a un principe dans le numérique assez classique qui dit si c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Vous connaissez peut-être l'adage. Depuis le début des années 2000, Google, le produit de Google, c'est nous, c'est nos données. Le produit de OpenAI dans un compte gratuit ChatGPT, c'est nous, c'est nos données. Ensuite, quelle est la garantie qui est permise par l'offre payante? Là est la question. Est-ce qu'on est RGPD compliant, donc on respecte le cadre. La plupart des grands acteurs le sont. Vous avez tous à minima, je pense pour la plupart, un compte Microsoft Office 365 qui vous donne accès à une version de copilote qui vous garantit une non-utilisation de vos données. Après, la confiance que vous mettez dans le contrat qui lie votre entreprise et Microsoft, c'est une autre question. Mais la réponse est un petit peu au cas par cas. Il y a effectivement un peu de pédagogie à faire sur ce sujet-là et vous avez les bons réflexes. Ouais, moi je suis un peu pareil, j'aurais tendance à faire très attention avec les données. Alors déjà, effectivement, de les partager avec une version payante, et après à faire extrêmement attention avec les données qu'on partage. À la CCI, par exemple, on a intégré dans la charte informatique toute une partie sur l'IA où justement on doit faire extrêmement attention, pas partager les données privées, clients, etc. Parce que justement, un outil comme ChatGPT, même si on a la version payante et que dans les paramètres, en théorie, il ne partage pas, il ne traite pas, il ne travaille pas sur les données avec lesquelles on travaille. On doit quand même à la fin un peu le croire sur parole.
Donc j'aurais tendance à être quand même un tout petit peu prudent, effectivement, avec les traitements donnés qu'on partage avec l'outil. Merci. D'autres questions? Il me semblait avoir... Non, partie de la salle. Excusez-moi. Alors bonjour, moi je suis photographe, donc c'est un domaine plutôt créatif. Et la question que je me pose par rapport à toutes ces explications, c'est est-ce qu'on ne serait pas en train de rentrer dans une uniformisation des entreprises et des stratégies? Quel est votre point de vue là-dessus? Et voilà. Alors, c'est un bon sujet qu'on ne va pas forcément résumer en 2 minutes. L'approche probabiliste de ces systèmes-là font qu'on va nécessairement réduire une forme de diversité. Quand on parle des biais de l'IA, ces biais-là vont amener... Les biais, par exemple, les plus évidents, ça va être jeunes, vieux, femmes, hommes. Vous allez avoir des représentations un petit peu, comment dire, caricaturales de ces groupes d'individus. Et vous allez avoir la même chose si vous demandez une photo d'une montagne avec un lac. Vous allez avoir le cliché type de la montagne avec le lac. Donc c'est plutôt... et ça, c'est inhérent au système. On n'en sortira jamais. Enfin, je veux dire, cette technologie-là ne permettra pas de faire autre chose. Et donc l'approche, elle est plutôt d'avertir l'utilisateur de ce que sont capables et de ce que ne sont pas capables de faire ces outils-là, à mon sens. Et c'est déjà quelques premiers éléments. Et après, il y a d'autres enjeux de propriété intellectuelle, et ça, c'est encore un autre sujet. Ça veut dire qu'il y a encore largement la place à la créativité et aux artistes. Nous, photographes les agences créa, on discute avec pas mal d'agences créa qui bossent avec des outils d'IA. Souvent, c'est soit en phase amont de conception, d'imagination, un moment de scène ou d'éléments, soit c'est un élément d'un tout qui sera imbriqué ensuite à travers un processus créatif quel qu'il soit dans une réalisation finale, en fait. Mais on n'a pas une réalisation 100% IA. Et il y a souvent un peu ce fantasme, on voit des vidéos réalisées avec IA, en fait c'est quand même quelqu'un qui a passé une semaine à bosser derrière. C'est pas un truc où on a claqué des doigts, quoi. Alors moi, en tant que juriste, je voudrais connaître quelle est l'efficacité à 100% de la réponse. C'est-à-dire que j'ai compris qu'on pouvait avoir une première approche pour gagner un peu de temps et après faire le tri. Mais moi, dans mon boulot, en fait, il faut que j'ai une réponse qui est sûre à 100%. C'est-à-dire que si je veux ressortir une jurisprudence ou si je veux ressortir un raisonnement, il faut être certain que ça corresponde soit à un texte, soit à un arrêt. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà du retour par rapport à cela, mais est-ce qu'on peut considérer que le produit est déjà assez fini pour être sûr à 100%? Alors, c'est intéressant parce qu'on a travaillé avec des cabinets d'avocats sur le sujet, notamment parce qu'ils avaient eu des cas d'élèves avocats qui avaient préparé des conclusions pour les collaborateurs ou les associés qui contenaient des jurisprudences qui n'existaient pas parce que créées par l'IA générative. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit « Oula, il faut faire quelque chose ». On n'aura jamais de taux de fiabilité à 100%. En revanche, ce que propose aujourd'hui LexisNexis, Dalloz Lefebvre et Doctrine, qui sont les 3 grands éditeurs d'informations juridiques, c'est des solutions qui, à la manière de ce que fait un outil qui s'appelle Perplexity, accessible au grand public, va être capable de sourcer et de vous dire cette information-là, c'est mon résumé de l'information contenue dans cette source-là. Donc ça ne dispense pas de vérifier la source. En revanche, ça peut vous permettre d'accéder rapidement à une information qui vous aurait pris peut-être plus de temps si vous n'avez pas l'habitude de la rechercher, pour ensuite être capable de faire des vérifications qui seront de toute façon nécessaires. C'est quelque part un peu l'engagement juridique que met votre client, enfin la confiance que met votre client implique qu'il y a de toute façon un traitement derrière. Ce que tu es en train de dire, Aurélien, c'est qu'il faut demander dans le prompt de sourcer. Et alors, puis, est-ce qu'on peut... Pardon, déjà oui. On peut demander de sourcer. En revanche, il n'est pas capable de faire le lien entre ce qu'il a appris et ce qu'il vous raconte. Il n'y a que s'il fait une recherche. C'est ce que vont faire les systèmes juridiques qui vont être associés à la base de données de l'éditeur, par exemple. Pardon. Non, très bien. Et sur le droit, il y a beaucoup quand même, je pense, une question d'accès à l'information et de vérification de premier niveau, où il y a quand même des cas d'usage intéressants, je trouve. Non, effectivement, vous avez cité LexisNexis. Eux s'engagent à avoir une source qui est limitée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller sur tout le net,
parce qu'il m'expliquait que normalement, il partait aux États-Unis, il revenait en France, il répondait selon le droit français, donc il y avait déjà une petite perte de temps et un risque, mais eux s'engageaient à rester sur une ressource qui était typiquement leur texte. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais la manière dont le système restitue la source peut être erronée. En tout cas, le doute, il sera toujours là. J'en profite juste pour poser une deuxième question. Là, cette fois-ci, c'est mon fils qui est dans la 3D. Quel impact il y aura par rapport à ces professions à l'avenir où, en fait, le système est fait pour aller copier tout ce qui est mis sur Internet. Donc, par rapport à la propriété intellectuelle et par rapport à l'avenir de ces professions, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une disparition pure et simple? Pas des questions faciles, ça. L'enjeu de la propriété intellectuelle, le Far West est en train de se terminer. Il y a des choses qui se mettent en place, des éditeurs comme Adobe qui petit à petit proposent des systèmes qui sont construits sur des bases dont ils disposent les droits. Et ça, c'était le Far West, c'est encore un peu le Far West et ça le sera moins au fil du temps. Ensuite, ce qui se dessine surtout dans le monde de la 3D et de la création numérique, ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, même au sens large, c'est que des sociétés qui aujourd'hui développent des jeux vidéo, qui bossent déjà d'ailleurs sur des prototypes sur ces systèmes-là, développent leur propre IA. Vous êtes Ubisoft, vous faites Assassin's Creed, vous allez entraîner sur la base de ce que vous avez fait historiquement un système qui a des potentialités pour pouvoir décliner l'environnement que vous faisiez en Grèce, en Afrique du Sud, j'en sais rien, ou au pôle Nord. Et donc c'est des systèmes qui, pour être pertinents sur des projets si complexes, vont dépendre aussi des données que l'entreprise elle-même est capable de leur donner. Donc on ne va pas être capable de créer quelque chose uniquement avec de la donnée publique, ça c'est sûr. En tout cas c'est mon avis. Je ne sais pas si sur la 3D. Ouh là là, c'est compliqué comme sujet. Non, mais ouais, je serais un peu aligné avec ce que dit Aurélien, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique de déclinaison, de développement à partir de connaissances initiales. Et du coup, est-ce que c'est la fin de la création? Je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a de la place pour justement de la création pour un autre modèle qui est fait main. Et ça, on est plus dans des logiques commerciales qui vont finalement sortir un petit peu toujours le même type de produit. Je ne sais pas si... alors j'ai oublié le nom. Il y a une IA qui permet de générer des musiques. Je ne sais pas si vous avez vu. Suno. Oui, c'est ça. Suno, assez incroyable, qui permet de générer des musiques. Vous pouvez écrire les paroles, proposer un style de musique et elle va vous générer, et moi je trouve ça assez bluffant, ma fille elle s'amuse comme une dingue avec, mais c'est vraiment de la soupe, c'est-à-dire que c'est bien, ça sonne bien à l'oreille, mais il n'y a absolument rien de créatif. Donc typiquement si je peux faire un parallèle avec le monde de la musique, je dirais qu'une IA comme Suno va pas forcément proposer des nouveautés, mais plutôt quelque chose de probablement agréable à écouter à l'oreille par rapport à tout ce qu'elle connaît. Donc c'est pas vraiment de la créativité à mon sens. D'autres questions? On a un deuxième micro derrière, n'hésitez pas à nous faire signe, à lever la main. Moi, c'était pas une question, mais j'étais sur mon téléphone tout à l'heure. Vous avez parlé des hashtags. J'ai pas bien compris les limites de ChatGPT par rapport aux hashtags. D'accord. Alors, l'idée, c'est plus d'expliquer les limites de ChatGPT par rapport à son accès à la donnée. Quand vous allez utiliser un hashtag vous allez rajouter un hashtag à une publication sur les réseaux sociaux. Donc, juste pour info, les hashtags, c'est des mots-clés qui permettent de regrouper des discussions autour d'une thématique. En fait, ça va permettre justement de toucher un public qui est autre que le public que vous avez, en fait, les gens qui vous suivent directement. L'utilisation, en tout cas, la proposition de hashtag par un outil comme ChatGPT va être probabiliste à partir de ce que ChatGPT connaît, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'il n'a pas accès aux données d'activité en temps réel. Corrige-moi si je me trompe, Aurélien, sur l'intégralité d'Instagram. Donc du coup, il va proposer des hashtags qui ne sont pas forcément utilisés par des communautés d'intérêt autour d'un sujet donné. Voilà. Parce que justement, il n'a pas accès aux données, à ces données spécifiques. Tu veux rajouter un truc ?
Juste globalement, pour compléter, il faut considérer que tous les GAFA, et donc les réseaux sociaux en particulier, vont bloquer l'accès à ces outils d'IA parce qu'ils n'ont pas intérêt effectivement à leur donner même l'exploration. C'est-à-dire que ChatGPT n'est pas capable d'aller explorer, comme il fait des recherches, il explore des URL. Ce petit robot qui explore est notamment bloqué par Instagram et Facebook. Donc un, il n'a pas la donnée, et deux, il n'est pas capable d'aller la chercher, quoi. Pardon. Et c'est intéressant. Si on reste sur le cas des réseaux sociaux, je lui ai déjà demandé plusieurs fois d'auditer des comptes avant un rendez-vous client. Et au départ, je n'avais pas compris qu'il n'était pas capable d'aller auditer le contenu d'un compte sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, lui, il me donnait une réponse en me disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais en réalité, il n'avait pas du tout regarder le contenu, il n'était pas capable de juger de la qualité des photos, etc. Mais il allait quand même donner une réponse parce qu'il veut absolument répondre à la question. Et c'est vraiment quelque chose de problématique avec ces outils. Merci beaucoup. Alors, éventuellement, une dernière question. Ah bah voilà. Bonjour. Du coup, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, du coup, sur les réseaux sociaux, en ce moment, en fait, il y a plein de vidéos comme quoi pour les programmes pour poster sur les réseaux sociaux, pour booster notre visibilité, il faut utiliser ChatGPT pour faire un programme en lui disant, par exemple, cette semaine, je veux communiquer sur, je sais pas, la vente de chaussures, telle marque, et il nous donne tout un programme, quoi poster, quoi faire, comment poster. Du coup, on ne peut pas faire confiance à ça. Pour chercher des idées, ça va être quelque chose de très pertinent. C'est un petit peu l'exemple que tu as montré, Franck. Hein. À un niveau général, les thématiques que vous avez peut-être déjà, vous savez quel sujet vous parlez, de quelle façon. Puis après, vous pouvez tout à fait dire, bah, moi je vais parler de tel sujet, mettre mon objectif c'est ça, génère-moi des idées. Et donne-moi des idées de publication. En revanche, ça ne sera jamais le résultat final. Et ce que Franck évoquait, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retraiter cette information. Il faut, être très spécifique pour avoir une base de qualité, mais il faut retraiter. Et certains éléments, comme par exemple les hashtags, ne correspondront pas forcément aux hashtags en fait, qui sont utilisés. Il peut faire quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Si vous lui demandez par exemple des idées de collaboration avec des influenceurs, il va vous inventer des influenceurs. Il ne va jamais vous dire que c'est une invention, mais il va vous les inventer. La conférence touche à sa fin. Grand merci pour votre présence et votre attention. Si vous êtes là toute la journée, juste, Franck réintervient à 14h sur la cyber avec la gendarmerie, un partenaire et puis la CPME aussi. Et puis Eva, qui est là-bas dans la salle, anime ce soir à 16h45 un atelier de 45 minutes sur les clés de réussite pour créer son site web. Voilà. Donc salle Rousseau, c'est ça ? Atelier Rousseau. Merci à tous, bon appétit.